Mao avait 15 ans, des yeux couleur de pluie d'automne et un silence qui pesait plus lourd que n'importe quel cri. Elle n'avait jamais prononcé un seul mot, pas un. Pas maman quand elle avait faim à 3 ans, pas papa quand Aurélien Severin Doré, son père, PDG du groupe Eliast, rentrait de ses voyages à Singapour ou à Francfort. Pas même un murmure, un gémissement, un son accidentel échappé pendant le sommeil. Rien. 15 années de néant vocal dans un corps parfaitement constitué. Les cordes vocales fonctionnaient, le larynx était intact, l'imagerie cérébrale ne montrait aucune lésion. Mao pouvait parler. Elle ne parlait pas. Les psychiatres avaient fini par poser un diagnostic prudent. Mutisme sélectif sévère, probablement ancré dans un traumatisme périnatal jamais identifié. Mais un diagnostic, ce n'est qu'un mot savant pour dire qu'on ne comprend pas. Elle communiquait, bien sûr. À 15 ans, on trouve des chemins de contournement. Un carnet Moleskine noir qu'elle gardait toujours dans la poche arrière de son jean, un stylo accroché à la couverture par un élastique. Des phrases courtes, sèches, parfois cinglantes. Elle écrivait comme quelqu'un qui économise les mots parce qu'elle sait ce que ça coûte de ne pas pouvoir les dire. Et ses yeux faisaient le reste. Un regard pouvait être une question, une insulte, une supplique. Les domestiques du manoir avaient appris à lire ces silences comme on lit un ciel d'orage. Aurélien, lui, avait bâti un empire dans l'industrie pharmaceutique. 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Des bureaux à la Défense avec vue sur l'Arche. Un hélicoptère personnel qui se posait sur le toit de son manoir des Yvelines chaque vendredi soir à 19h précise. C'était un homme habitué à acheter des solutions. Un problème logistique à l'usine de Lyon. Il signait un chèque. Un concurrent qui menaçait ses brevets, il rachetait la boîte. Sa fille ne parlait pas. Il allait acheter les mots et il a essayé. Mon Dieu, comme il a essayé. Le premier spécialiste est venu de l'hôpital Necker quand Mao avait 3 ans. Le professeur Charodeau, sommité en phoniatrie pédiatrique. Puis il y a eu les orthophonistes de Genève, la clinique de Vienne, celle de Boston. Un chaman recommandé par la femme d'un ministre. Une thérapeute par l'art dramatique venue de Copenhague. Un hypnothérapeute de Bordeaux qui prétendait débloquer les traumas enfouis. Un spécialiste de l'EMDR à Strasbourg. Année après année, protocole après protocole, la machine médicale a broyé l'enfance de Mao comme un engrenage silencieux. Aurélien a dépensé au total 2 300 000 € en 12 ans. Il avait un dossier médical qui remplissait 2 cartons entiers rangés dans un coffre de son bureau comme les archives d'une guerre perdue. Et Mao avait grandi dans ce silence comme un arbre pousse dans une cour de prison. Vers le haut, coûte que coûte, mais tordue par les murs. À 15 ans, elle était devenue une adolescente longiligne au visage fermé, qui portait des sweats trop grands et des écouteurs vissés sur les oreilles, même quand aucune musique ne jouait. Un bouclier social, une façon de dire au monde entier « Ne m'adressez pas la parole, de toute façon, je ne vous répondrai pas ». Elle avait été déscolarisée à 12 ans, après un épisode que le personnel du manoir appelait pudiquement l'incident du collège. Un professeur d'histoire du collège Sainte-Geneviève de Versailles l'avait forcée à se lever devant la classe pour une présentation orale, sachant pertinemment qu'elle ne parlait pas. 30 secondes debout face à 40 regards. 30 secondes de silence public, puis les rires. Puis Mao, qui renverse la table du professeur d'un geste si violent que le bois s'est fendu. Depuis, des précepteurs venaient au manoir. Elle excellait en tout ce qui s'écrivait. Mathématiques, littérature, philosophie. Des notes impeccables, mais aucune voix pour les porter. Il faut que vous compreniez quelque chose ici. Le silence d'un enfant de 3 ans, c'est un mystère médical. Le silence d'une adolescente de 15 ans, c'est un gouffre. Parce qu'à 15 ans, le silence n'est plus seulement l'absence de mots, c'est l'absence de soi dans le monde. C'est ne pas pouvoir commander un café, ne pas pouvoir dire à un inconnu dans le métro de cesser de vous fixer, ne pas pouvoir appeler au secours si quelqu'un vous suit dans la rue. Le silence de Mao n'était plus un symptôme, c'était devenu une identité. Et briser une identité, même une identité construite sur la douleur, c'est infiniment plus difficile que de faire parler une enfant. Et puis, un mardi de mars, Issam est arrivé. Issam Belkacem avait 57 ans. Un visage buriné par le soleil et les hivers, des rides profondes autour des yeux,
qui ressemblaient à des lignes tracées par un cartographe patient. Il venait de Clermont-Ferrand, où il avait passé 20 ans à entretenir les espaces verts de la municipalité avant qu'un plan de restructuration ne le jette dehors avec une poignée de main et une indemnité qui couvrait à peine 3 mois de loyer. Il avait pris le train jusqu'à Paris, puis un quart jusqu'à Louvciennes pour répondre à une annonce affichée à la mairie. Jardinier, temps partiel, logé dans la dépendance, salaire minimum. Le contraste était si brutal qu'il en devenait presque obscène. Issam portait un pantalon de toile élimé aux genoux et des chaussures de sécurité dont la semelle droite se décollait. Ses mains étaient larges, sèches, avec des ongles bordés de terre que même une brosse chirurgicale n'aurait pas pu nettoyer complètement. Il sentait le terreau et la résine de pin. Et quand il a posé son sac de sport usé sur le gravier blanc de l'allée principale, il a levé les yeux vers la façade du manoir et ses lèvres ont bougé imperceptiblement. Une prière peut-être. On ne lui a pas présenté Mao. Personne ne prenait la peine de présenter l'adolescente muette au jardinier pauvre. Il existe un mécanisme psychologique que les chercheurs appellent le biais de déshumanisation par le statut. Quand quelqu'un est perçu comme socialement inférieur, on cesse inconsciemment de le considérer comme une personne à part entière. On ne le présente pas. On ne lui demande pas son avis. On ne le regarde pas dans les yeux. Issam, pour le personnel du manoir, était une paire de bras attachés à un sécateur. Et Mao, pour beaucoup, était une anomalie médicale attachée à un héritage colossal. 2 invisibles sous le même toit, la suite va vous montrer ce qui se passe quand 2 personnes que le monde refuse de voir finissent par se regarder. Les premiers jours, Issam travaillait en silence. Il taillait les haies de buis le long de l'allée est, retournait la terre du potager abandonné derrière la serre, désherbait les plates-bandes de lavande qui bordaient la piscine. Il commençait à 7 heures du matin, quand la rosée était encore accrochée aux pétales, et il finissait à 16 heures, les épaules endolories, le dos courbé. Il mangeait seul dans la dépendance. Du pain, du fromage, parfois une soupe qu'il réchauffait sur un réchaud à gaz. Le 6e jour, il a senti une présence. Il était agenouillé devant un massif de pivoine près de la terrasse sud quand quelque chose a changé dans la texture de l'air derrière lui. Il s'est retourné lentement. Mao était là. Adossé au mur de la serre, les bras croisés, ses écouteurs autour du cou pour une fois, et elle le regardait avec cette intensité propre aux adolescents qui vous jaugent. Issam n'a pas sursauté. Il n'a pas fait semblant de ne pas la voir. Il n'a pas appelé la gouvernante. Il a simplement hoché la tête, un geste bref qui disait « Je t'ai vu, tu existes, fais comme tu veux ». Et il s'est remis au travail. C'est ce geste-là, cette absence totale de demande, qui a tout changé. Parce que Mao avait passé 15 ans entouré de gens qui voulaient quelque chose d'elle. Des médecins qui voulaient un son, un père qui voulait un mot, des précepteurs qui voulaient des réponses orales. Issam ne voulait rien. Il taillait ses rosiers. Le lendemain, elle est revenue. Et le surlendemain. Chaque matin, vers 10 heures, Mao sortait du manoir avec son carnet noir et ses écouteurs silencieux, et elle s'installait quelque part dans le périmètre d'Issam. Parfois sur le muret de pierre, parfois assise dans l'herbe, le dos contre un arbre. Elle ne faisait rien. Elle regardait. Les mains d'Issam qui plantaient, creusaient, coupaient, arrosaient. Les gestes répétitifs, méthodiques, patients. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans cette routine végétale, quelque chose de radicalement opposé au chaos médical qu'elle avait connu. Les scanners, les électrodes, les salles blanches, les voix de médecins qui parlaient-elles à la 3e personne comme si elle n'était pas dans la pièce. Au bout d'une semaine, Issam a commencé à parler. Pas à elle, à personne en particulier. Il racontait les noms des fleurs, l'histoire de chaque outil dans sa caisse en bois. Pourquoi les roses préfèrent le fumier de cheval? Comment reconnaître un merle à son chant? Écoute, celui-là, avec les 3 notes qui descendent, c'est lui. Il revient chaque matin. Je l'appelle Gaston. Le 10e jour, Mao a ouvert son carnet et elle a écrit un mot qu'elle a retourné vers lui sans le regarder. Pourquoi Gaston? Issam a lu, il a ri, un rire rauque et doux, et il a dit « Parce qu'il a l'air d'un type qui s'appelle Gaston. Râleur, ponctuel, un peu rond. » Les lèvres de Mao ont bougé. Pas un sourire.
un frémissement. La tectonique minuscule d'une faille qui commence à céder. Et un après-midi de la 3e semaine, il a fait quelque chose que personne dans ce manoir n'avait jamais fait. Il a partagé son repas avec elle. C'était dérisoire. Un morceau de pain de campagne un peu rassis, cassé en deux avec les doigts. Un bout de tome des Bauges qu'il avait acheté au marché de Louvciennes le dimanche précédent. Il a posé la moitié sur un mouchoir propre, à côté d'elle, sur le muret, sans un mot. Mao a regardé le pain, puis Issam, puis le pain. Puis elle a retiré ses écouteurs, les a rangés dans sa poche et elle a mangé, lentement. À partir de ce jour, c'est devenu leur rituel. Chaque midi, le PDG de l'industrie pharmaceutique payait un jardinier au SMIC pour entretenir un jardin. Et ce jardinier partageait son pain avec l'héritière d'un empire à 4 milliards d'euros. Du pain, du fromage, parfois une pomme coupée au couteau. Ils mangeaient côte à côte en silence. Et ce silence-là était différent de tous les autres. Ce n'était plus le silence médical, lourd de diagnostics et de déceptions. C'était un silence choisi, complice, habité par la confiance animale de deux êtres qui n'ont pas besoin de justifier leur présence. Et puis, il y a eu la mélodie. Issam avait cette habitude, quand il travaillait seul, de fredonner. Des bribes, des mélodies sans paroles, des airs d'enfance qui remontaient de sa mémoire comme des bulles d'un fond vaseux. Un air que sa mère chantait en étendant le linge à Clermont. Un autre qu'il avait entendu dans un café de Thiers, joué par un accordéoniste aveugle, dont il avait oublié le nom, mais pas la musique. La première fois que Mao l'a entendu fredonner, son corps a changé. C'est subtil chez une adolescente qui a passé des années à verrouiller chaque réaction physique. Ses épaules se sont relâchées d'1 centimètre. Sa mâchoire, habituellement serrée, s'est détendue. Et elle a penché la tête sur le côté, exactement comme les merles qu'Issam lui avait appris à observer. La mélodie, contrairement à la parole, emprunte des circuits cérébraux différents. Elle contourne les blocages. Elle se faufile là où les mots se cognent contre des murs. Mais Issam ne savait rien de tout ça. Il fredonnait parce que fredonner, c'est ce que font les gens seuls pour se rappeler qu'ils sont vivants. Souvenez-vous de l'objet dans la poche de Mao. On y arrive. C'était un jeudi d'avril. Le ciel au-dessus de Louveciennes avait cette couleur gris-bleu que les peintres impressionnistes venaient chercher il y a 150 ans. Issam était à genoux devant le massif de pivoine et il fredonnait l'air de sa mère, celui avec les 3 notes qui montaient puis redescendaient comme une vague douce. Mao était assise sur le muret, son carnet noir fermé pour une fois, les yeux dans le vague. C'est à ce moment-là qu'Aurélien Severin-Doré est sorti sur la terrasse. Il revenait de Francfort. 2 jours de négociations pour un rachat à 700 millions d'euros. Il portait un costume anthracite qui coûtait probablement le salaire annuel d'Issam, et cette expression que portent les hommes de pouvoir quand ils sont fatigués, mais refusent de le montrer. Il a vu sa fille assise à côté du jardinier, les jambes pendantes, un mouchoir avec des miettes de pain entre eux, et sa première réaction n'a pas été la tendresse. Sa première réaction a été la honte. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» a-t-il demandé à la gouvernante d'un ton qui ne posait pas vraiment une question. Ses narines se sont pincées. Il a regardé le couteau de poche d'Issam, le fromage à moitié entamé, et quelque chose s'est crispé dans sa mâchoire. L'idée que sa fille, 15 ans, héritière du groupe Eliast, passe ses journées à manger le pain d'un jardinier payé au SMIC, lui était physiquement insupportable. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était pire. C'était de l'orgueil tellement enraciné qu'il avait remplacé l'instinct paternel. Ce que fait Aurélien à cet instant, ça porte un nom. C'est le mépris de classe automatisé. Ce réflexe profond, souvent inconscient, qui pousse certaines personnes à mesurer la valeur d'un être humain au poids de son portefeuille. Des millions de gens en France subissent ce regard chaque jour. Ce regard qui vous dit que vous n'êtes pas à votre place. Mais ce jour-là, ce regard allait se retourner contre celui qui le portait. Aurélien a traversé la terrasse à grands pas, ses chaussures italiennes crissant sur le gravier. Il s'est planté devant Issam, avec cette posture que prennent les hommes qui confondent autorité et intimidation. « Je vous ai engagé pour entretenir le jardin, pas pour jouer les babysitters avec ma fille. » Mao s'est raidi. Ses doigts se sont refermés sur le bord du muret jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Issam s'est relevé lentement.
Ses genoux ont craqué. Il a essuyé ses mains sur son pantalon de toile et il a regardé Aurélien avec le calme de quelqu'un qui a déjà tout perdu et qui sait que la dignité est la seule chose qu'on ne peut pas vous prendre si vous refusez de la lâcher. « Monsieur, votre fille vient me voir chaque jour. Je ne l'appelle pas, je ne la retiens pas. Elle vient. Peut-être qu'elle a juste besoin de quelqu'un qui ne lui demande rien. » Aurélien a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Mao a sorti son carnet, elle a écrit quelque chose et elle l'a levé vers son père. 4 mots en lettres majuscules. Lui, au moins, il reste. Aurélien a lu. Et la phrase l'a frappé plus fort qu'une gifle, parce qu'il a compris ce qu'elle voulait dire. Aurélien était à Francfort, à Singapour, à la Défense. Aurélien envoyait des médecins, des thérapeutes, des chèques. Mais Aurélien ne restait pas. Il a tourné les talons sans un mot. Ce soir-là, il a appelé le gardien et lui a demandé de mettre fin au contrat d'Issam. Motif: fin de la période d'essai. Délai: 48 heures. Ce n'était pas une décision rationnelle. C'était la réaction d'un homme blessé qui frappe ce qui lui fait mal, au lieu de regarder sa propre blessure. Le vendredi matin, Issam a appris la nouvelle. Il a hoché la tête. Il n'a pas protesté. Il a commencé à ranger ses outils dans la caisse en bois qu'il portait avec lui depuis Clermont-Ferrand. Chaque outil à sa place, chaque lame essuyée, chaque manche frottée. C'est Mao qui l'a trouvé en train de faire ses bagages dans la dépendance. Elle est restée sur le seuil. Elle a vu le sac de sport ouvert sur le lit, les outils rangés, le réchaud éteint, et quelque chose s'est brisé sur son visage. Pas un effondrement, une fracture nette. Issam s'est arrêté de ranger. Il a fouillé dans la poche de sa veste et il en a sorti un objet. Petit, léger, presque ridicule. Un sifflet taillé dans une branche de sureau. Il l'avait fabriqué lui-même, les soirs où la solitude de la dépendance était trop vaste. 2 trous pour les doigts, un son clair, flûté, qui reproduisait les 3 notes de sa mélodie. « Tiens », a-t-il murmuré, « quand tu veux entendre la musique, tu souffles dedans. T'as pas besoin de mots pour ça. » Mao a pris le sifflet. Elle l'a serré dans son poing. Et c'était ça, l'objet dans la poche de sa veste. Le sifflet de sureau que personne n'avait remarqué mais qui contenait tout. La patience d'un homme qui n'avait rien, la confiance d'une adolescente qui ne parlait pas et une mélodie simple qui avait fait ce que 2 300 000 € n'avaient pas pu faire. Issam a pris son sac. Il a marché vers l'allée principale. Le gravier craquait sous ses chaussures à la semelle décollée. Et c'est là que ça s'est produit. Un son. Derrière lui. Pas un bruit de pas, pas un claquement de porte, un son vocal, humain, rauque, éraillé, comme une serrure qu'on force après 15 ans de rouille. Fragile et violent à la fois. Sam. Il s'est arrêté net. Son sac est tombé sur le gravier. Il s'est retourné avec une lenteur infinie, comme s'il avait peur que le moindre mouvement brusque ne brise ce qui venait de se produire. Mao était debout au milieu de l'allée, le sifflet de sureau serré dans son poing droit, les larmes coulant sur ses joues sans qu'elle fasse un geste pour les essuyer. Et ses lèvres bougeaient encore, formant les syllabes comme si elle les goûtait pour la première fois de sa vie. Issam. Ce n'était pas un mot médical. Ce n'était pas maman, ni papa, ni aucun des mots que des dizaines de spécialistes avaient essayé de lui arracher pendant 12 ans. Son premier mot, à 15 ans, était le nom d'un jardinier sans le sou qui avait partagé son pain et sa mélodie sans rien demander en retour. Issam est tombé à genoux sur le gravier. Ses mains tremblaient. Ses yeux burinés par 57 ans de soleil et de vent se sont remplis de larmes qui ont coulé dans les sillons de ses rides, comme de l'eau retrouvant un lit de rivière asséché. Il n'a rien dit. Pour la première fois de sa vie, c'est lui qui n'avait plus de mots. Aurélien a tout entendu depuis la terrasse. Il était là, figé, sa tasse de café suspendue à mi-chemin entre la soucoupe et ses lèvres. Sa fille venait de parler. 15 ans de silence pulvérisé en 2 syllabes. Et ces 2 syllabes n'étaient pas pour lui. Elles étaient pour l'homme qu'il venait de renvoyer. La tasse a tremblé dans sa main. Du café s'est renversé sur sa chemise. Une tache brune, chaude, qui s'est étalée sur le coton blanc comme une marque de honte. Et ses jambes l'ont lâché. Aurélien Severin Doré, PDG du groupe Eliast, 4 milliards de chiffre d'affaires, s'est assis lourdement sur les marches de sa propre terrasse. Et il a pleuré. Le soir même, Aurélien a retrouvé Issam dans la dépendance.
Il n'a pas envoyé le gardien. Il y est allé lui-même. Et quand Issam a ouvert la porte, Aurélien a fait quelque chose que ses actionnaires, ses avocats et ses directeurs ne l'avaient jamais vu faire. Il s'est excusé. Pas avec des mots corporate, avec des mots simples, maladroits, hachés par l'émotion. « Je suis désolé, j'ai eu tort. Restez, s'il vous plaît. » Issam l'a regardé. Cet homme qui avait le pouvoir de détruire des entreprises d'un coup de fil, mais qui, à cet instant précis, ressemblait à un adolescent perdu dans un couloir trop grand pour lui. Et il a hoché la tête. Issam est resté, pas comme jardinier. Aurélien a créé un poste qui n'existait dans aucun organigramme, accompagnant de Mahol. Chaque matin, Issam et Maho se retrouvaient dans le jardin. Ils fredonnaient. Elle écoutait. Et peu à peu, syllabe après syllabe, comme des bourgeons qui percent la terre gelée au printemps, les mots sont venus. Fleur, oiseau, Gaston, en pointant le merle. Puis des phrases, courtes, hésitantes, avec une voix rauque qu'elle ne reconnaissait pas elle-même, parce qu'on ne connaît pas sa propre voix quand on ne l'a jamais entendue. 6 mois plus tard, Maho construisait des phrases complètes. 1 an plus tard, elle chantait les mélodies d'Issam avec des paroles qu'elle inventait elle-même. Sa voix n'était pas belle au sens classique. Elle était fêlée, grave pour une adolescente, avec des cassures imprévisibles. Mais elle était vivante, tellement vivante. Aurélien a changé. Pas du jour au lendemain. Lentement, douloureusement, comme un os mal soudé qu'on doit recasser pour le remettre droit. Il a vendu l'hélicoptère. Il a réduit ses déplacements. Il a commencé à s'asseoir dans le jardin le samedi matin, maladroit, silencieux, ne sachant pas quoi faire de ses mains sans un téléphone ou un dossier dedans. Il regardait sa fille parler à Issam et il apprenait, avec une humilité tardive, que la présence ne s'achète pas. Un samedi, Maho s'est tournée vers lui et elle lui a dit, avec cette voix encore neuve, « Tu peux rester si tu veux ?» Et Aurélien a compris que c'était le plus beau cadeau qu'on lui ait jamais fait. Il a aussi fait autre chose. Il a financé une fondation, pas à son nom. Au nom de la mère d'Issam, Yasmina Belkacem, cette femme de Clermont qui chantait en étendant le linge et dont la mélodie avait traversé les décennies pour atteindre le silence d'une adolescente de Louveciennes. La fondation Yasmina finance aujourd'hui des programmes de musicothérapie dans les hôpitaux et les lycées de toute la France. Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Strasbourg. Des adolescents qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas, qui n'osent pas, et à qui personne n'a jamais offert une mélodie sans rien demander en retour. Et Issam a continué de jardiner. C'est ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il aime. Il taille toujours les rosiers avec le même sécateur rouillé dont le claquement métallique avait attiré Maho la première fois. La dernière image que je veux vous laisser, c'est celle-ci. Un dimanche de septembre, dans le jardin. Issam est assis sur le muret de pierre. Maho est à côté de lui, les jambes pendantes, ses écouteurs autour du cou, inutiles désormais. Entre eux, un mouchoir propre, un morceau de pain cassé en deux. Elle tient dans sa main gauche le sifflet de sureau, ce petit objet ridicule qui valait plus que tous les chèques d'Aurélien réunis. Elle le porte à ses lèvres, elle souffle et 3 notes claires montent dans l'air de septembre. Puis elle repose le sifflet et elle fredonne la suite, avec sa voix fêlée, imparfaite, magnifique. Alors voilà ce que je vous demande, et prenez le temps d'y réfléchir vraiment. Aurélien a dépensé plus de 2 millions d'euros et 15 ans de sa vie pour faire parler sa fille. Et c'est un homme qui n'avait rien qui a réussi. Est-ce qu'Aurélien était un mauvais père ? Ou que notre société a oublié que la présence vaut plus que la performance ? Et que lui n'a fait que reproduire ce qu'on nous apprend tous depuis l'enfance, au lieu de simplement être là,